Nous allons reprendre pour cette deuxième partie, deuxième session de la matinée, pour la table ronde. La table ronde qui sera consacrée au plan de prévention partagée des périodiques. Nous allons avoir 4 personnes aujourd'hui pour cette table ronde. Donc, on va commencer par Jean-Philippe Aignier, qui est le responsable du Centre Occitanie-Est pour le signalement des publications en série SUDOC-PS, service de coopération documentaire interuniversitaire de Montpellier. À cette table ronde également Sébastien Dalmont, lui il est conservateur chargé des collections antiquités copilote du PCP Sciences de l'Antiquité et Archéologie à la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. En troisième intervenante, Solveig Cussac, qui est bibliothécaire aux Beaux-Arts de Marseille, Institut national supérieur artistique Marseille-Méditerranée. Et pour animer cette table ronde, Sophie Dérault. Il y aura des questions à la fin, et à la fin de la table ronde, si vous voulez reposer des questions pour nos 2 premières interventions, donc on répondra à toutes les questions. Merci beaucoup. Donc nous allons aborder désormais un thème qui a déjà été évoqué et qui nous intéresse toutes et toutes aujourd'hui, je pense, qui est le plan de conservation des périodiques, le PCP ou PCPP, selon les écoles. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui 3 intervenants qui ont des contextes de PCP variés à chaque fois. Donc je vais leur laisser la parole un petit peu pour présenter justement les spécificités de leur plan de conservation. Donc on va commencer par Jean-Philippe. Oui. Eh bien, bonjour et merci Eliane Acha pour cette invitation. Donc, je vais vous faire une présentation des plans de conservation partagés régionaux en France. Alors, c'est un peu une gageure en une dizaine de minutes, mais je vais donc vous dresser un vraiment rapide historique des PCP régionaux et puis vous proposer aussi une définition et à partir de là aussi quels sont les objectifs poursuivis par les plans régionaux. Et je ferai dans un deuxième temps un focus sur le PCP Occitanie-Est auquel je participe à titre d'exemple. Alors, historique très rapide. Donc, historiquement, les premiers PCP sont apparus au début des années 90 et elles ont concerné les bibliothèques territoriales avec un pilotage qui était fait uniquement par les structures régionales pour le livre. Ce n'est que dans les années 2000 et surtout en 2010 que les universités se sont elles aussi engagées dans la mise en œuvre de plans de conservation partagés grâce à l'implication de l'ABES et de ces centres, du réseau SUDOC-PS, en particulier à partir de 2010 parce que l'ABES, avec le ministère aussi de la Culture et de la Communication, et pas simplement le ministère de l'Enseignement supérieur, donne une subvention au centre du réseau SUDOC-PS, et pour délivrer cette subvention, ont été mis des conventions dites sur objectif. Et ces conventions sur objectif mettaient en avant le fait que les centres du réseau SUDOC-PS devaient proposer des projets structurants territorialement. Et il y avait un projet phare qui était dans ces projets structurants, c'était les plans de conservation partagés. Voilà, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2023, donc le premier, pour vous donner un peu une fourchette, le premier PCP régional de 1996, dans début de sa mise en œuvre, c'était le PCP Aquitaine. Et aujourd'hui, en 2023, on arrive à 22 PCP régionaux et donc 17 thématiques nationaux dont vous parlera Sébastien. Et donc ces 22 PCP, ça concerne donc 800 bibliothèques dites pôles de conservation et 42 000 titres émargent à l'un de ces 22 PCP régionaux.
Pour information, je signale aussi qu'il existe des PCP régionaux, des jeunesses, alors là qui ne concernent pas simplement les périodiques, mais aussi les monographies. C'est leur particularité. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quand même 7 aujourd'hui. Le premier d'entre eux a été le PCP jeunesse. En fait, pourquoi un PCP? Parce que les PCP jeunesse, on s'est rendu compte que les fonds jeunesse étaient un patrimoine quand même qui a été un peu dévalorisé, qui a fait l'objet de pilonnage assez systématique. Et on s'est rendu compte, un peu tard sans doute aussi, mais en tout cas qu'un PCP pouvait être un bon moyen pour préserver ces fonds à valeur, non pas simplement patrimoine, mais aussi historique et sociologique. Voilà. Pour en revenir au PCP P, donc périodique, là pour le coup, pour les périodiques, ça se comprend aisément puisque leur conservation soulève beaucoup d'interrogations en termes d'exhaustivité des collections, bien évidemment, mais aussi de volume de stockage, on en a parlé tout à l'heure avec les musées nationaux, ou encore évidemment de fragilité du support papier. Et à ces éléments, il faut bien entendu ajouter aussi celui lié à la publication électronique des périodiques, et par là l'enjeu qui est posé par le fait que les universités ne sont plus abonnées pour maintenant la quasi-totalité d'entre elles à la version électronique, voilà. Pour ce qui concerne encore une fois les revues académiques. Donc l'accroissement du numérique n'a pas fait disparaître le besoin de coordination des collections papier, mais en revanche il le modifie. Et dans tous les cas, le support papier reste d'actualité puisque d'une part tout n'est pas et ne sera pas numérique et numérisé. Le papier, lui, par rapport au numérique, il reste libre d'accès. Les abonnements des universités, l'abonnement est terminé, on n'a plus les périodiques les plus récents. Donc c'est pour ça qu'on a aussi les ministères avec la BNF met en place les licences nationales, mais ça reste des archives et on n'a pas à travers ces dispositifs le plus récent. Et puis enfin, numériser du papier, ça ne coûte pas forcément plus cher que de le conserver. Voilà. Alors quant aux acteurs, donc il y a 3 grands acteurs, en fait 2 grands acteurs puisque l'ABES en comporte, avec le réseau SUDOC-PS, ça en fait en quelque sorte 2. Donc l'ABES d'une part qui propose à travers ces outils, le premier d'entre eux évidemment c'est le SUDOC, et puis à travers lui son outil de catalogage WinDBW. Le catalogue, donc le SUDOC qui est vraiment qui est le catalogue des périodiques en France. Ça a d'ailleurs même été la première brique à travers le CCNPS, le catalogue collectif national des publications en série. Ça a été la première brique constitutive du SUDOC. À cela s'est ajouté, au moment justement, à partir de 2010, de cette explosion des PCPP, d'autres outils, en premier lieu Periscope, qui est un outil de visualisation qui permet de comparer ces collections de périodiques. Une bibliothèque ou un ensemble de bibliothèques peut comparer à sa guise ces collections de périodiques avec une autre bibliothèque, avec un lot de bibliothèques ou avec un plan de conservation partagé ailleurs. Autre grand acteur, bien sûr, la FIL, qui est donc la Fédération interrégionale pour le livre et la lecture, qui rassemble les 12 structures régionales pour le livre, qui sont copilotes des plans de conservation partagés régionaux. Et enfin, troisième acteur relié à l'ABES, les 32 centres du réseau SUDOC-PS, donc qui relève de l'ABES, qui coordonne ce réseau nationalement. Et ce réseau SUDOC-PS constitue un réseau de près de 3000 bibliothèques, très exactement de 1982 aujourd'hui. Et toutes ces bibliothèques relèvent d'un centre du réseau SUDOC-PS. Et c'est très important à dire ici, c'est que, vous le savez sans doute, ces bibliothèques sont de tout type,
et relève de toute tutelle. Ce n'est pas simplement les bibliothèques de l'enseignement supérieur. L'ABES, c'est une des missions de l'ABES, c'est à travers ces réseaux du SUDOC-PS de signaler les collections de périodiques en France, voilà, quelle que soit la bibliothèque, quelle que soit sa tutelle. Alors, cela me permet, c'est cette historique posée, de vous proposer une définition, c'est celle que j'ai trouvée, élaborée, enfin, qui me semblait la mieux correspondre. Donc, un plan de conservation partagé, c'est un outil de politique documentaire où donc, un ensemble d'acteurs qu'on a vus, et on le verra qu'il y en a d'autres avec les PCP nationaux thématiques, au premier rang desquels le CTLES, dont vous parlera sans doute Sébastien. Donc un ensemble d'acteurs, de partenaires, les bibliothèques, s'organisent sur un territoire délimité, donc pour les PCP régionaux, pour répartir les rôles et les charges, les coûts liés à la conservation de collections choisies. Donc dans ce modèle, donc, il y a des établissements qui vont assumer la conservation pérenne de titres de périodiques qui ont fait l'objet d'une sélection en amont par des groupes de travail, des groupes projets, et puis par la suite une sélection de titres qui est faite par les comités de pilotage qui sont institués et qui permettent la gestion, on va dire, courante du plan de conservation partagé. Voilà. Et donc, en parallèle, d'autres s'engagent, et ce sont les pôles associés qui, toutes les autres en fait, qui vont s'engager à compléter dans la mesure du possible les collections du PCP via les pôles de conservation. Donc, quels sont les objectifs donc on voit déjà apparaître poursuivis par la mise en œuvre d'un PCP. Mais évidemment, donc, répondre, on l'a vu aussi tout à l'heure avec le musée national, avec le mini-PCP qui se met en place, de répondre au manque d'espace dans les magasins des établissements documentaires, donc libérer de l'espace, proposer aussi des accès de proximité. J'ai évoqué le fait de se répartir les rôles et les coûts, donc il y a vraiment une partie mutualisation qui définit vraiment les PCP, donc pour faciliter, coordonner les actions d'élimination, de conservation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ensuite le rôle des pôles associés de conserver les titres pour assurer cette exhaustivité de façon vraiment coordonnée avec donc, les pôles associés qui vont faire en sorte de combler les lacunes et de ne pas désherber de façon inopinée sans réfléchir. Donc un PCP, c'est aussi le fait quand on intègre un PCP, d'avoir c'est presque cette culture de vérifier qu'il n'y a pas un titre qui émarge à un PCP, même pas simplement forcément un périmètre régional, mais d'aller justement dans le SUDOC qui offre cette visibilité nationale, ou même mieux via Périscope, de voir s'il y a un pôle de conservation sur un titre qui pourrait intéresser. Et in fine, bien sûr, on ne fait pas ça, on ne conserve pas ça pour conserver, mais pour donner accès à ces collections et à donner accès à des collections de périodiques qui sont exhaustives, qui sont en bon état et qui sont avec un signalement, et ça c'est quand même aussi la force du réseau SUDOC-PS, de signaler de façon fiable et exacte dans le SUDOC les états de collection. C'est aussi une des forces des PCP, je dirais, signalées dans le SUDOC de façon générale. Un petit focus donc sur le PCP qui me concerne plus directement, en guise d'exemple, mais c'est un exemple parmi d'autres. Donc le PCP Occitanie-Est, voilà, il a débuté, il est déjà ancien puisqu'on a commencé à le mettre en place en 2016. Il est seulement visible aujourd'hui à travers le SUDOC depuis seulement 2021 parce qu'il y a eu un énorme travail en amont justement pour mettre en place ce PCP de mise à jour des états de collection, pour travailler tout simplement sur des données fiables. Et on s'est donné comme critère, voilà, il y en a 5, vous en avez 5 devant vos yeux, un critère, donc, par ordre presque d'importance, un critère local propre à tous PCP régionaux,
où le titre conservé doit être en rapport avec soit des disciplines phares des universités, ça peut être par exemple l'université de Montpellier au niveau de la botanique ou sur un labo, par exemple, qui a une revue académique reconnue, où la bibliothèque va forcément mettre au PCP la revue de ce labo. Donc, et puis à un niveau local, régional, plus général, donc les revues locales, et puis ce qui relève aussi évidemment des éditeurs régionaux. Cela se combine avec des critères de rareté. Voilà. Donc là, justement, dans le SUDOC, on a cette vision nationale on peut voir si tel ou tel titre est déjà dans une autre bibliothèque. Critères de complétude, on ne va pas conserver un titre si on voit qu'il en manque trop. Un critère patrimonial et un critère de pondération. Donc ces critères apparaissent donc dans une charte qu'on s'est donnée, et qui constitue en fait, cette charte décrit en fait le fonctionnement du PCP Occitanie-Est, c'est le cas d'autres PCP régionaux, hein. Et cette charte, elle liste donc les critères d'entrée d'un titre dans le PCP, ainsi que les engagements des bibliothèques de conservation, surtout de conservation, mais aussi pôles associés, pour combler les lacunes, comme on l'a vu. Donc très rapidement, l'engagement des bibliothèques pôles de conservation au niveau du PCP Occitanie, c'est de conserver les titres sans limite de temps, de maintenir les abonnements pour les titres vivants sous réserve, donc ça a été ajouté dans la charte, sous réserve de soutenabilité budgétaire. Chaque pôle de conservation a la possibilité de revoir son positionnement et renoncer à les conserver en sa qualité de pôle de conservation, à condition de trouver un relais pris par une autre bibliothèque du réseau. Elle cherche évidemment toujours à compléter sa collection sur le titre pour lequel elle est responsable, entre guillemets, d'assurer la meilleure conservation possible, de saisir ses états de collection. Ça, c'est quelque chose, on forme, donc c'est une des missions de chaque centre du réseau SUDOC-PS, c'est de former les bibliothèques, quelles qu'elles soient, au bon signalement de ces collections, donc au niveau des données d'exemplaires, en premier lieu, donc les états de collection. Et puis, obligation aussi de rendre accessibles ces collections au public, comme on l'a vu, soit sur place, soit par le prix entre bibliothèques. Voilà. Donc, oui. Et pour terminer, dernier point sur quelques chiffres. Donc aujourd'hui, 38 bibliothèques sans pôle de conservation, près de 300 titres. La charte que j'ai évoquée, il y a un comité de pilotage qui se réunit 2 fois par an, donc à la fois CR et Occitanie, Livre et Lecture, qui est la SRL, une journée de tous les membres du PCP par an, et donc les acteurs que j'ai évoqués qui participent de fait aussi à ce PCP Occitanie-Est et qui nous aident. Voilà, je passe tout de suite la parole à Sébastien. Merci Jean-Philippe. Donc Sébastien va nous parler d'un type de PCP qui a des différences et des ressemblances avec celui dont Jean-Philippe vient de nous parler, qui est celui des PCP thématiques. Bien, bonjour à toutes et à tous pour commencer, et merci à l'INHA pour l'organisation, et notamment aux 3 organisatrices, et puis également au Musée du Quai Branly pour son accueil. Donc, je vais vous parler des PCP thématiques nationaux. L'idée, les objectifs des PCP, bon là je vais aller assez vite parce que Jean-Philippe a déjà dit beaucoup de choses. Donc l'idée c'est de constituer des collections de référence complètes et en bon état, en garantissant en fait la conservation d'au moins une collection papier pour chaque titre. C'est vraiment pour les périodiques papier en fait. L'idée, c'est d'améliorer aussi la visibilité et l'accessibilité de ces collections de références pour les usagers, pour nos lecteurs, pour nos chercheurs, de faciliter aussi le désherbage et de libérer de l'espace dans les bibliothèques, ça a été dit tout à l'heure par nos collègues des musées nationaux, de faciliter aussi le passage aux abonnements électroniques et aussi d'articuler la conservation du titre papier avec justement l'électronique, mais aussi la numérisation. Alors, un petit historique rapide là aussi pour les PCP nationaux. Ça a commencé véritablement en 2004 avec surtout le PCP médecine et odontologie piloté par la BIU Santé à Paris, avec déjà un rôle important du CTLES
le centre technique du livre de l'enseignement supérieur, qui en 2014 a été reconnu en fait comme opérateur national en matière de mutualisation de ces collections. C'est vraiment lui qui pilote en fait les PCP nationaux et qu'il co-anime avec les différents copilotes thématiques comme moi pour l'Antiquité et les sciences de l'Antiquité et l'archéologie. En 2016-2018, les PCP thématiques se sont inscrits en fait dans le dispositif Colex Percé qui a remplacé le système des cadistes, avec un système là aussi de financement, avec des appels à projets qui ont été d'abord pluriannuels, puis annuels à partir de 2022, parce que pluriannuel, on s'est aperçu que ce n'était pas toujours forcément évident de prévoir à l'avance sur 2 ou 3 ans ce qu'on ferait. Avec, j'ai parlé du rôle très important du CTLES, mais un rôle de plus en plus affirmé en fait de la BES, qui nous fournit notamment un fichier qualité pour aider à l'amélioration des notices bibliographiques, tout ce qui est indexation notamment, autorité également, et l'évolution de l'outil Périscope dont a parlé également Jean-Philippe. Et une certaine incertitude quand même, là, un gros point d'interrogation sur ce que sera Colex 2, parce que Colex, ça devait être jusqu'en 2023, jusqu'en 2022, ça a été prolongé jusqu'en 2023, et 2024, on est encore un petit peu dans l'incertitude, en tout cas pour les PCP. Alors, les PCP thématiques nationaux, ils sont 17, ils ne couvrent pas du tout l'ensemble de toutes les disciplines académiques, en fait, même si on a des PCP en sciences et techniques. On a le premier, qui est d'ailleurs le plus important en nombre de revues, c'est médecine et odontologie. On a aussi un PCP en STAPS, un autre en chimie, un autre en physique qui a été élargi à l'astrophysique. Pour les sciences humaines et sociales, on a eu un PCP art du spectacle, un PCP philosophie qui est aussi piloté par un de mes collègues à la BIS, un PCP géographie urbanisme, là aussi c'est la BIS puisque la bibliothèque de géographie qui est le copilote est rattachée à la BIS, la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. On a un PCP droit également piloté par QJAS, le PCP sciences de l'Antiquité élargi à l'archéologie que je copilote, un PCP histoire qui a d'abord été circonscrit à l'histoire médiévale mais qui est appelé à s'élargir, qui est aussi piloté par la bibliothèque de la Sorbonne, et plus récemment un PCP psychologie et psychanalyse par l'université Paris-Cité. Et on a aussi des PCP sur les études aréales, sur les études de civilisation, si vous voulez. Et là aussi, vous voyez que ce n'est pas du tout complet. On a un PCP sur les langues, littérature et civilisation germanique piloté par la BNU Strasbourg, un PCP Europe balkanique centrale et orientale piloté par la BULAC, et un PCP études italiennes piloté par l'université de Grenoble. Donc, il y a toute une articulation. Alors, il y a eu des créations au fur et à mesure de nouveaux PCP, mais le CTLES préfère plutôt élargir en fait des PCP existants que créer des nouveaux, parce que c'est un petit peu plus compliqué. J'ai oublié le PCP études numériques et puis économie-gestion dans ma liste d'ailleurs. Il n'y a pas les 17 là. Je viens de m'en apercevoir. Juste un exemple d'élargissement de PCP. Le PCP Sciences de l'Antiquité a été élargi à l'archéologie par la participation de l'INHA, par exemple. Tout à fait. J'appuyais pas sur le bon bouton, pardon. Donc les outils, alors les outils, c'est tout d'abord le Sudoc avec WiniBW, puisque quand on fait en fait une recherche dans le Sudoc, on peut voir la mention d'un titre de revue. On peut voir s'il appartient ou pas à un PCP avec l'indication, vous voyez, j'ai mis en rouge, PCANT, c'est l'acronyme pour PCP Sciences de l'Antiquité et Archéologie. Donc là, j'ai mis l'exemple pour un titre. Et il y a un marquage en fait, qui est fait dans WiniBW pour indiquer qu'il appartient à un PCP en 930 $A. Bon, là, c'est un peu du langage de catalogueur. Et un marquage aussi en 930 $P pour indiquer si on est pôle de conservation, comme c'est le cas pour la BIS pour cet exemple-là, ou si on est simplement membre du plan, c'est-à-dire qu'on participe au plan de conservation. Toujours dans le Sudoc, en fait, vous pouvez faire une recherche en fait, pour les différents PCP. Et donc là, j'ai fait l'exemple, je vous donne l'exemple pour le PCANT. Si vous choisissez un critère de recherche PCP, vous mettez l'acronyme du PCP, encore faut-il le connaître, et vous avez la liste de tous les titres d'un PCP.
On a un petit peu la même chose dans Periscope, qui est l'outil dont a déjà parlé effectivement Jean-Philippe, qui est un autre outil de l'ABES, mais qui permet d'avoir une visualisation plus claire, parce que sur WinIBW, c'est vraiment pas du tout évident, parce qu'il faut aller dans chaque exemplaire. Sur le sudoc public, c'est pas non plus extrêmement évident pour visualiser les choses de manière chronologique. Là, on a une meilleure visualisation justement dans Periscope, où on voit assez rapidement quelles sont les bibliothèques qui possèdent le nombre le plus important de fascicules d'un périodique. Et on peut trier aussi dans Periscope entre uniquement les PCP ou les bibliothèques qui participent à un PCP ou l'ensemble des bibliothèques qui sont dans le sudoc. Autre outil également développé par le CTLES, c'est la base de gestion PMB, qui elle ne mentionne que les titres, que les localisations des bibliothèques du PCP, donc c'est plus facile pour nous de se positionner en voyant quels sont les états de collection des autres bibliothèques. Toutes les données sont importées depuis le sudoc, depuis WinIBW, sauf la partie la plus à droite, la partie notes. Vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est des données d'exemplaires en fait sur l'état matériel des collections, savoir si c'est en bon état, mauvais état, si c'est relié, non relié, par exemple. Voilà. Bon, à terme, ça devrait être intégré dans WinIBW dans le sudoc. La BES est en train d'y travailler, mais c'est des données pas forcément normalisées, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà pour cette présentation très générale sur les PCP. Je vais peut-être faire un petit focus maintenant très rapide sur le PCP Sciences de l'Antiquité, qui est un autre PowerPoint. Rapidement. Oui, d'accord. Très rapidement. Hop. Ah, ça ne veut pas avancer. Bon. Ah, il ne veut pas. Bon, ben, tant pis. Ah, si. Non, il revient sur PCP Occitanie. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va peut-être en rester là si vous avez des questions après, mais disons que c'est un PCP qui est... Oula. Non, là, on est encore sur l'outil d'avant. Attendez. Ah, c'était le diaporama... Enfin, c'était le... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon. Donc, c'est pas grave. On va en rester là pour les PCP nationaux, je pense. Merci. Et donc, pour terminer, un troisième exemple de PCP qui intéressera au moins nos collègues du RBMN, mais probablement d'autres parmi vous, puisqu'il s'agit d'un PCP qui est en train de se monter et qui est par ailleurs, au moins pour le moment, hors du réseau sudoc. Donc, je laisse la parole à Solveig. Bonjour, merci à l'INAJA aussi pour cette invitation et au Musée du Quai Branly de nous accueillir. Donc c'est un PCP en cours de construction, donc c'est vraiment un chantier qui a commencé l'année dernière, en 2022. Il a émergé au cours d'une rencontre annuelle qu'on fait tous les ans au sein du réseau BEAR. Donc ça réunit toutes les écoles d'art de France, à la fois nationales et territoriales, donc c'est aussi la particularité de ce réseau. On s'est questionné sur pourquoi faire un PCP au sein de notre réseau d'écoles d'art. Premièrement parce beaucoup de nos bibliothèques sont en manque de place réelle, donc dans les réserves. Donc il y a à cause en fait de l'accroissement constant des périodiques, on a un manque de place dans nos collections. On a aussi une volonté, d'abord un constat général d'une diminution des consultations de périodiques auprès de nos lecteurs. Et donc forcément, ça a débouché sur une volonté de valoriser mieux nos périodiques, donc par peut-être mettre en place un PCP et donc pouvoir avoir une valorisation à l'échelle en tout cas du réseau. Donc on s'est d'abord questionné est-ce qu'il fallait mieux mettre en place un PCP au sein de BIR, donc à l'échelle nationale, ce qui aurait été peut-être un peu trop compliqué parce qu'on est un réseau sur toute la France, donc ça aurait été compliqué de s'organiser. Donc on est parti sur une proximité territoriale, donc avec un PCP déjà thématique parce qu'on est des écoles d'art spécialisées en art et design, mais également donc une proximité territoriale pour certaines écoles, donc un PCP qui serait à la fois thématique et régional.
Donc nous, je vais vous parler précisément de la mise en place du PCP, enfin qu'on essaye de mettre en place en tout cas, au sein du réseau. On a un petit réseau, un micro-réseau, on va dire, au sein de la région PACA qui s'appelle École du Sud, qui comprend donc 7 écoles d'art qui sont à la fois nationales et territoriales. Donc 2 écoles nationales à l'école de Arles, l'école supérieure nationale de photographie, et la Villa Arson sur Nice. Et ensuite, ce sont des écoles territoriales avec donc les Beaux-Arts de Marseille, un établissement INSEAM, l'école d'art d'Aix-en-Provence, l'école supérieure d'art d'Avignon, le pavillon Bosso, qui est l'école d'art plastique de la ville de Monaco, et l'école supérieure des Beaux-Arts de Nîmes. Donc on est sur la région PACA, mais aussi Occitanie, parce qu'on a l'école de Nîmes, qui est donc sur une autre région. Donc c'est 7 écoles qui sont vraiment impliquées. C'est une ambition et une mutualisation pour notre réseau. Donc la particularité, c'est que c'est national. Enfin, il y a des écoles nationales et territoriales qui sont spécialisées aussi, encore plus spécialisées que juste art et design. Par exemple, l'école d'Arles est spécialisée en photographie uniquement. Avignon, ils ont une spécialité restauration. Monaco, c'est sur la scénographie. Donc il y a encore des spécialisations dans nos écoles. Une autre spécificité, c'est que des écoles participent donc au réseau SUDOC, donc utilisent WinniBW, comme par exemple les Beaux-Arts de Marseille, on utilise WinniBW, mais d'autres sont aussi dans le SUDOC PS, comme les Beaux-Arts d'Aix, par exemple, enfin l'école d'art d'Aix-en-Provence, et d'autres ne sont pas du tout dans le SUDOC. Donc c'est aussi la diversité et la spécificité de notre réseau, c'est comment valoriser peut-être... comment faire un lien avec le SUDOC et donc l'ABES et comment parvenir à nous valoriser à la fois dans WinniBW ou Collodius pour ceux qui l'utilisent. Et donc là, il faut qu'on essaye de contacter nos responsables CR. Donc déjà, pour nous, le CR 66, voire 67 pour Nice. C'est donc un projet en cours. Concrètement, pour nous, qu'est-ce que c'est un PCP? Donc, c'est des outils communs, parce qu'on a mis en place un inventaire commun. Pour l'instant, on inventorie toutes nos collections via un drive commun, un Google Sheet donc sur Google. Et donc, c'est aussi de l'extraction de données via le SUDOC quand on est partenaire du SUDOC. C'est du temps déchargé pour cette mission parce qu'on est des petites équipes. Des fois, c'est des personnes qui travaillent seules dans leur bibliothèque. Pour les plus grosses équipes, on doit être 5 ou 6 agents. Donc, c'est du temps déchargé. C'est une sélection de titres. Donc là, pour ce PCP, comme pour le réseau des musées nationaux, on s'est basé pour l'instant sur une sélection des périodiques morts. On verra peut-être qu'on enrichira cette sélection-là, mais pour l'instant, on se base sur nos périodiques morts pour sélectionner les titres qui vont intégrer ce PCP et on verra ce que ça va donner. C'est animer aussi des réunions parce que c'est des groupes de travail. C'est une référente donc, au sein de notre réseau École du Sud, Claire Ferrer, qui est notre référente donc, qui travaille à l'école d'art d'Aix-en-Provence et qui anime ces réunions. C'est donc mettre en place des ordres du jour, animer des réunions de groupes de travail et donc maintenir un lien entre les différentes écoles. C'est une politique, donc c'est la mise en place d'une politique de conservation commune aux écoles, qui n'est pour l'instant pas le cas, donc ça va être une réflexion autour de ça. Et ça va être aussi une réflexion autour d'une communication et d'une valorisation commune aux écoles. Et donc la création aussi d'une charte, comme c'est le cas pour d'autres PCP, d'une charte et d'une convention commune qui sera validée par les différentes directions. Et la finalité, on va dire, de ce PCP, pour nous, c'est un vrai transfert physique des collections. Ce n'est pas juste conserver et établir une liste et les signaler comme quoi ils font partie d'un PCP. C'est réellement transférer les collections d'un établissement à un autre. C'est encore en cours, on n'a pas encore vu les modalités de ces transferts. Et donc, c'est aussi une politique de désherbage réfléchie, concertée et commune aux écoles. Et voilà, qui est déjà un peu mise en place dans le réseau BEAR, parce que chaque école qui désherbe ou qui fait un don de périodique le diffuse sur notre liste, et donc il y a quand même déjà cette politique qui est mise en place. Voilà. Merci Solveig.
Donc je pense qu'avec ces trois, on va passer aux questions directement vu l'heure, mais avec ces trois présentations, l'idée était vraiment de vous montrer quelles sont les questions générales sur le sujet des PCP, et merci à vous trois pour avoir fait ressortir justement à la fois ces différences et ces ressemblances. Je pense que la question de la gestion physique des documents, qui est absolument primordiale dans le réseau École du Sud, qui est parfois variable dans les réseaux dans les PCP thématiques ou dans les PCP régionaux, est vraiment un pilier de cette réflexion. Et la question des outils aussi, puisque ceux qui sont mis en avant par l'ABES, par le CTLES, sont pointus, sont utilisés assez largement, peuvent être utilisés dans un type de réseau. La question, c'est est-ce que ça peut être utilisé plus largement? C'est pas forcément évident, mais c'est quand même intéressant de se pencher sur ces questions. Est-ce que, au lieu que je parle, quelqu'un a des questions justement, soit sur ces exemples, soit sur la question des PCP en général, soit éventuellement à destination des intervenants du début de la matinée? Est-ce que quelqu'un meurt d'envie de faire un PCP là, maintenant, tout de suite? Alors, j'ai pas vraiment une folle envie de démarrer tout de suite un PCP, parce que c'est vrai que ça a l'air d'être quand même assez très compliqué. J'aurais une question à poser à la dernière intervenante par rapport justement au désherbage qu'elle évoquait, savoir s'il y avait de prévu une charte de désherbage et comment se poser la question de la réorientation de certains périodiques éventuellement à d'autres établissements. Alors, il y aura pas on n'a pas prévu pour l'instant de charte de désherbage à proprement parler qui soit distincte, mais effectivement la question du désherbage en fait sera un point en fait de la charte qui sera mise en place et mettra en place les critères pour désherber, comment communiquer avec le réseau par la suite, déjà avec le réseau École du Sud entre nous pour le PCP et ensuite avec le réseau BEAR pour élargir ce don de périodique. Je ne sais pas si j'ai répondu. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que vous voulez... Ah, si. Bonjour, une petite question en direction de M. Dalmont. C'est juste pour revenir sur Periscope, le fait éventuellement de mettre en valeur la pertinence d'exprimer les lacunes en creux à base de points-virgules, afin que justement les barres couvrant telle ou telle période puissent s'afficher de la manière la plus exacte possible. Oui, alors bon, je suis pas un spécialiste de Periscope, mais effectivement, l'idée il y a un projet en fait de rénovation de l'outil Periscope pour qu'il soit un peu plus facile à utiliser, mais effectivement, c'est de donner une vision plus graphique, qui soit plus facile que sur le Sudoc, en fait, où effectivement, avec les points-virgules, on n'a pas forcément une vision très claire de la couverture chronologique sur un périodique dans les différentes bibliothèques. Voilà, je ne sais pas si c'était le sens de la question. Ça repose bien là-dessus. Oui. Oui, tout à fait. En fait, Periscope reprend les données de WiniBW, du Sudoc, pour les présenter de manière graphique, en fait. Et juste pour compléter aussi, en fait, donc c'est vraiment un outil de visualisation, on n'intervient pas, mais il a été conçu pour vraiment comparer très facilement quand même, parce que c'est un outil assez ergonomique, de façon vraiment entre PCP, entre deux bibliothèques, voilà, sur les collections de périodiques. Et puis, vous l'avez peut-être vu dans la diapo qui était montrée, on a vu qu'il y avait des lignes qui étaient grisées, et ça met aussi en valeur là où il y a des problèmes. Et ce qui est propre, ce qu'on rencontre beaucoup dans les PCP, dans les périodiques, pardon, sur des états de collection qui, en fait, très souvent, dans 90% des cas, et ça c'est lié beaucoup aux filiations, on voit des états de collection qui débutent avant le début de naissance de la revue.
Voilà. Donc ça, on le voit très facilement visuellement. Mais en complément de ça, après, bon, l'ABS, et ça fait partie de ces outils qu'elle met à disposition, elle peut faire des exports de fiches de qualité, voilà, qui permettent de lancer, d'identifier là où se situent les problèmes, ou simplement aussi voir ce qui peut être amélioré au niveau des autorités, au niveau aussi manque des thématiques, des champs d'e-way par exemple. Donc ça fait partie de ce que propose l'ABS, vraiment dans le cadre d'une gestion de collection de périodiques et au-delà d'un PCP. Voilà, puisqu'un PCP ne fonctionne vraiment si on a des données fiables, quoi. Ça c'est la base. Oui, il y a vraiment un enrichissement qui a été fait par l'ABS assez récemment, notamment vers tout ce qui est aussi périodique électronique, avec un signalement vers les liens de Mirabel, vers Mirabel qui sera évoqué cet après-midi, donc je ne vais pas en dire trop long. Mais également, je crois qu'ils ont un projet de signalement de revues électroniques gratuites, en fait, en open access. Et à chaque fois avec les liens vers le périodique papier. Parce que jusqu'à présent, en fait, c'était assez frustrant pour l'utilisateur, parce que dans le SUDOC public, on avait souvent la mention du périodique électronique, et puis quand on clique dessus, bah, ça mène à rien, parce qu'il n'y a personne qui est localisé dessous, en fait. Donc voilà, il y a aussi le projet de l'ABS pour que quand même on puisse voir, et on peut voir de plus en plus justement des notices de périodique électronique dans le SUDOC également. Et même si Periscope n'est peut-être pas parfait, mais comme on a dit précédemment, il faut peut-être se satisfaire d'un peu d'imperfection, je me demande si ce ne serait pas un type d'outil qui serait assez intéressant pour nos utilisateurs pour voir directement, avoir une idée directement des états de collection et des disponibilités des périodiques, parce que c'est le genre de question, je pense qu'on a tous le lecteur qui demande exactement le numéro de novembre 1995 et qui ne comprend pas dans le SUDOC si on l'a ou si on l'a pas, ou dans n'importe quel outil catalographique d'ailleurs. Donc je pense que ce serait visuellement peut-être quelque chose d'intéressant à élargir. Oui, alors après, il y a aussi des problèmes dus au fait qu'il n'y a pas une gestion de la même manière des périodiques dans le SUDOC, des périodiques papier, j'entends, et puis des périodiques électroniques, que ça soit par Percé, par exemple, ou dans Mirabel, notamment sur toute la question des généalogies de périodiques. Par exemple, dans Percé, parfois, ça va être plusieurs périodiques qui vont être regroupés sous une seule entité. Dans Mirabel aussi, par exemple, quand c'est des filiations simples, ça sera une seule entrée dans Mirabel qui va signaler l'historique des changements de titre, par exemple, alors que dans le SUDOC, on aura plusieurs notices, en fait. Donc, voilà, il y a juste ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. C'est un petit peu complexe, mais c'est vrai qu'après, il y a tout un travail ça permet aussi de nettoyer le SUDOC de toutes les erreurs qu'on peut voir sur les erreurs, justement, qui étaient évoquées par Jean-Philippe sur l'attribution. Enfin voilà, justement, comme c'est très compliqué, souvent des collègues parfois vont signaler leur état de collection que sur un titre et pas sur le titre d'avant ou le titre d'après dans la généalogie, ce qui peut fausser justement le choix en fait du pôle de conservation. Oui. Bonjour, Céline Latil du Macval. Moi, j'avais plutôt une question à destination de soit des réseaux comme BER ou de Valérie pour le réseau des bibliothèques des musées nationaux. Moi, c'est Valérie, tu as évoqué la question de la numérisation d'articles et de la mise à disposition pour les membres du réseau. Quid des droits CFC? Est-ce que vous avez négocié, parce que chaque bibliothèque a un contrat pour ses lecteurs, mais comment ça se passe à l'échelle d'un réseau? Est-ce que vous avez négocié un contrat spécifique? Enfin, voilà. Vous avez déjà posé la question? Vous avez déjà posé la question pour le... Non, encore. Non, pour l'instant, ce que je disais justement, c'est que le PCP, on le fait uniquement en interne pour le réseau des bibliothèques des musées. Donc ça sort pas de, c'est pas pour l'ensemble des lecteurs. Enfin, c'est pas pour l'ensemble des personnes qui consulteraient, enfin en tout cas qui iraient sur notre site, sur le futur portail. Pour l'instant, c'est vraiment en interne. Donc, mais on est
disons j'ai envie de dire, c'est vraiment la question piège parce qu'on marche vraiment à tâtons et pour l'instant, on joue le jeu de consulter, enfin, d'assurer ses abonnements et leur communication de façon un peu, je dirais, pour dépanner en fait nos chercheurs, mais on ne va pas plus loin, quoi. Non. De toute façon, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est ce que je disais aussi, un problème de budget. Donc on est coincé. Je ne sais pas si Lucie, tu veux rajouter quelque chose, mais c'est une vraie réalité et on est coincé. C'est vrai, hein. En fait, on en parlera cet après-midi, mais nous, on a aussi cette question en interne de notre réseau de passer quelques articles à la marge de manière très très rapide. Par ailleurs, les droits de copie, en fait, dans les écoles, on est tenu de les payer. Actuellement, il n'y en a plus de droits de copie puisque les étudiants ne copient plus guère que quelques articles. Et finalement, j'ai l'impression que d'ailleurs, ils sont en train de revoir leur contrat pour voir comment on peut essayer d'adapter. Donc moi, je n'ai pas trop de crainte là-dessus, d'autant que ça reste des choses très très à la marge, j'ai l'impression. Oui, Sandra Boussaguet de l'École d'architecture de Toulouse. On en parlera aussi cet après-midi, mais nous avons un plan de conservation. Et surtout, nous faisons du prêt entre bibliothèques en faisant des scans d'articles. Et ce n'est pas du tout à la marge. Et le CFC nous fait payer les numérisations. Donc chaque école paye les numérisations qu'elle opère. Donc on a eu deux magnifiques teasings qui vous donnent envie de revenir cet après-midi. On va s'arrêter là et on se retrouve après la pause déjeuner, donc à 14h. Merci à tous. Je voulais juste rajouter un mot. Il y aura un petit café de bienvenue à 13h45, juste avant la reprise de l'après-midi, donc au niveau de la table. Voilà. Bon déjeuner.